Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Guerre à Gaza, c'est le sujet de question d'actu ce soir. Jusqu'où est prêt à aller Benyamin Netanyahou? La question se pose plus que jamais aujourd'hui. Le Premier ministre israélien dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza à un moment où Israël continue à intensifier son offensive. L'Europe exige d'Israël une reprise complète de l'aide à Gaza, l'Union européenne qui prévoit de revoir son accord d'association avec Israël. Le gouvernement britannique, lui, de son côté, a suspendu les négociations d'un accord de commerce bilatéral avec Israël sous la pression internationale. Après plus de 2 mois de blocus, 100 camions d'aide des Nations Unies ont finalement été autorisés à entrer dans l'enclave. Jusqu'où ira le Premier ministre israélien? Quelle évolution du conflit face à la pression internationale? Assistons-nous à un tournant? Nous tenterons de répondre à ces questions ce soir avec vous, Monsieur Hassan Alaoui. Vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Lala, moi aussi je suis ravi, merci. Alors, Monsieur Hassan Alaoui, on l'a dit, une pression internationale aujourd'hui, la communauté internationale qui fait pression sur Israël, une aide humanitaire qui commence à arriver au goutte à goutte. Quelle est la réaction aujourd'hui du Premier ministre israélien? Quelle réaction face à cette pression internationale? Israël qui est sous pression de ses alliés finalement. Bon, bien évidemment, permettez-moi de vous dire un petit peu, décrire le contexte, parce que le contexte, bien entendu, c'est une déclaration encore violente du Premier ministre israélien qui vient un petit peu compléter ou combler tristement un petit peu tout ce qui a été fait depuis 2 mois, en principe, c'est-à-dire violation de la trêve, j'allais dire une politique atroce, je veux dire, qui consiste à affamer les populations, à les priver d'eau, d'électricité, de tout. Ils en sont arrivés, je veux dire, les gens. La situation est critique. Critique, et donc un traitement intolérable, excusez-moi, qui frise j'allais dire, le condamnable le plus abject d'une politique qui est en train, je veux dire, accompagnée d'actes et accompagnée d'un discours belliqueux, constamment, je veux dire, j'allais dire, mobilisant un petit peu toutes les hostilités qu'il faut pour, évidemment, encore aller plus loin dans cette aventure criminelle de M. Netanyahou. Et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à hier encore, il a déclaré qu'il occuperait à la totalité du territoire, sans vergogne, sans tenir compte des critiques, sans tenir compte un petit peu, si vous voulez, de ces images atroces que lui-même ne devrait pas tolérer, que son armée, je veux dire, réalise, c'est le mot triste, réalise en filmant, je veux dire, les atrocités des enfants qui sont tués froidement, des femmes qui quémandent, je veux dire, et qui fouillent les poubelles pour trouver de la nourriture. Enfin, quelque chose, c'est le Capharnaüm, c'est l'apocalypse. Je n'ai pas d'autres mots. Et je trouve qu'il continue encore dans sa descente aux enfers. Parce qu'en fin de compte, c'est ça mon propos, Netanyahou joue contre son pays, joue contre lui-même. C'est Israël contre Israël, c'est dans cette histoire. Comme a dit un confrère, je veux dire journaliste, qui travaillait dans Le Monde et que je connaissais, qui a écrit un très beau livre, L'État d'Israël contre les Juifs. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une perte de vitesse qui pousse évidemment, et on connaît les raisons, Netanyahou à aller encore plus loin dans le crime, le crime impuni. Et je trouve ça, évidemment, la prise de conscience internationale, elle a tardé aujourd'hui à se faire, je veux dire, et bien entendu, la réaction de l'Union européenne qui veut, bien sûr, casser l'accord avec Israël, l'accord, je veux dire, économique et commercial, dont, si vous voulez, l'accord en question d'association, l'article 2 prévoit exactement ce qu'il faut faire en cas de violation des droits humains et des droits de l'homme. Et c'est exactement ça aujourd'hui. L'Europe est confrontée, enfin, elle prend conscience. Sans compter, bien entendu, les 3 pays, je veux dire, principaux, qui sont la France,
la Grande-Bretagne et le Canada. Et je veux dire, de fil en aiguille, je crois qu'en sous-main, il y a aussi un mécontentement qui pourrait peut-être bientôt se manifester de la part du président américain Trump. D'ailleurs, qui vient d'effectuer j'arrête là, d'effectuer une visite dans les pays du Golfe en boudant, bien sûr, Israël. C'est la première fois que ça se passe, qu'un voyage, je veux dire, dans le Moyen-Orient, dans les principaux pays du Moyen-Orient, je veux dire, exclut d'office Israël, même pas une petite allusion. Une réaction effectivement de Donald Trump pourrait être l'espoir un petit peu pour sortir de cette crise. Vous avez parlé de Netanyahou qui veut contrôler donc la bande de Gaza. Ouais. Netanyahou qui s'est dit également ouvert au dialogue et plus ou moins prêt pour un accord de paix, mais sous condition, des conditions qui ne pourront jamais être réunies. Il parle de l'exil des responsables du Hamas, ce qui n'est quasiment pas possible, et de la démilitarisation aussi de la bande de Gaza, ce qui n'est pas possible également. Donc finalement, c'est la poursuite de l'offensive. Vous savez, depuis 1948, c'est-à-dire à l'occasion, je veux dire, de ce qu'on a appelé la Nakba, c'est-à-dire la Nakba, ça veut dire catastrophe, n'est-ce pas, apocalyptique à l'époque, c'est-à-dire l'exil, pour commencer, de 100 000 citoyens palestiniens qui étaient chassés par un mouvement terroriste de l'époque auquel avaient participé les principaux leaders d'Israël depuis lors, Ben Gurion et Tuti Kanti. Et donc 100 000 Palestiniens étaient chassés à l'époque de leur pays. Et parmi ces 100 000, il y a une élite qui s'est exilée, qui aux États-Unis, qui en Europe, qui, je veux dire, même en Asie, dans d'autres pays arabes. Et donc, depuis ce traumatisme, il n'a jamais été réparé. Et ce n'est pas aujourd'hui, je veux dire, 77 ans après, qu'il va être réparé par, j'allais dire, un gouvernement, un pouvoir, je veux dire, d'extrême droite, allié aux religieux, lesquels religieux ne pensent qu'à une chose, à réaliser ce qu'on a appelé, si vous voulez, dans les livres d'histoire, le grand Eretz, le grand Israël, Eretz Israël, ça veut dire, c'est ça leur rêve. Et donc, pour aujourd'hui, l'occasion leur est donnée, n'est-ce pas? Elle ne sera jamais réalisée de toute façon, en tout état de cause, c'est-à-dire de réaliser ce rêve de l'Eretz Israël qui va, je veux dire, avec cette composante d'exclusion totale, d'assassinat, bien entendu, d'élimination systématique d'un peuple, naturellement, aujourd'hui, qui compte 2,5 millions d'habitants et qui, évidemment, Netanyahou entend chasser. Alors, on l'a bien compris, on est bien loin d'avoir des conditions propices aux négociations aujourd'hui. Qu'en est-il de la position américaine? Est-ce qu'on peut s'attendre à une pression américaine? Une pression peut-être intérieure américaine pourrait faire réagir aujourd'hui Donald Trump pour faire pression justement sur le gouvernement israélien? Oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme une prise de conscience relative qui se fait, n'est-ce pas, peu à peu, au niveau du président Donald Trump, et puis tout simplement au niveau de l'opinion américaine, et c'est important. C'est quand même, à part ce qu'on appelle des faucons, qui sont hostiles et qui sont donc très proches d'Israël, dont évidemment un certain nombre de membres du gouvernement américain, qui déclarent être bien entendu favorables à Israël, encore que parmi eux, il y en a qui commencent à se poser des questions et donc à s'interroger. Parce que quand même, l'Amérique, c'est un pays de valeurs, c'est un pays démocratique, et effectivement. Et puis, une opinion forte, je veux dire, une opinion publique, qui est très sensible aux questions humanitaires. Et donc, aux États-Unis, il y a un mouvement qui se dessine, qui a commencé bien sûr par les universités, notamment à Harvard, n'est-ce pas, l'université de Harvard et Princeton et ailleurs, et évidemment, au niveau, je veux dire, des principaux leaders, si vous voulez, démocrates, qui n'acceptent pas cette situation. Et Trump lui-même est obligé d'en tenir compte, sans compter qu'effectivement, maintenant, après son voyage, je veux dire, dans les 3 pays du Golfe, n'est-ce pas, l'Arabie Saoudite, Qatar et aux Émirats Arabes Unis, il a encore davantage, si vous voulez, été sensibilisé à cette réalité, naturellement, que, évidemment, lui qui est un homme d'affaires qui ne fonctionne qu'avec des deals, je veux dire, et des approches commerciales, bien sûr, il a reçu quand même 1 200 milliards de dollars
de ces trois pays. Et il ne peut pas être, je veux dire, à ce point insensible à ce qui se passe. Ils ont dû, les chefs, je veux dire, les dirigeants de ces trois pays ont dû lui rappeler cette réalité, je veux dire, triste. Qatar en particulier soutient, comme vous le savez, soutient les Palestiniens, et en particulier Hamas. Et donc, la discussion a dû être évidemment lancée à ce niveau-là. Et sans compter, et nous, on a un petit indice peut-être pas très convaincant, mais toujours est-il qu'il est là, ce petit indice, c'est que Trump n'a pas jugé nécessaire de se rendre en Israël pendant sa dernière tournée, n'est-ce pas? Il a même boudé, n'est-ce pas? Et puis il a commencé, d'après certaines sources, il a commencé donc à dire de Netanyahou qu'il l'agaçait. Et donc, le problème est là. Il faut que les États-Unis arrêtent de fournir des armes et surtout des bombes qui, bien sûr, massacrent les enfants et les bébés, qui tuent les familles, qui détruisent des maisons, des hôpitaux, des hôtels, des centres de réfugiés et tout ça. Benyamin Netanyahou qui est allé trop loin dans ce contexte. Le Maroc continue à appeler à un cessez-le-feu. Le Maroc continue à parler de la solution à deux États. À deux, bien sûr. Bien évidemment. Rabat a justement abrité la 5e réunion de l'Alliance mondiale pour la solution à deux États. Quelles sont les attentes aujourd'hui? Eh bien, vous disiez que c'est la seule voie. En fait, c'est la voie avec IE et la voie avec IX, n'est-ce pas? Pour faire un jeu de mots, si vous permettez. C'est qu'effectivement, je veux dire, mardi dernier, 20 mai, il y a eu ce qu'on appelle la conférence, si vous voulez, ce que vous avez appelé la conférence, donc l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États. C'est une solution qui a été préconisée toujours par le Maroc, bien sûr, et en particulier par feu Hassan II, et aujourd'hui, de plus en plus, par le roi Mohamed VI. Et à cette occasion, à l'occasion de ce colloque, ces assises à Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Bourita, donc, a fait cette déclaration que je trouve absolument, je veux dire, justifiée et très courageuse, parce que c'est encore la reprise du modèle, si vous voulez, de ce que le Maroc propose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la solution à deux États est la seule option selon laquelle il n'y a pas de perdant. Très important, car tout le monde y gagne. Je cite, les Palestiniens, ils gagnent le recouvrement de leur liberté et leur dignité, hein, les Israéliens, leur sécurité et leur stabilité, et la région entière des opportunités de développement et de progrès. Fin de citation. Un message fort aujourd'hui. C'est un message fort qui est porté très loin, parce que, en dehors, si vous voulez, du schéma politique, du paradigme politique, il y a toujours la vision d'avenir au Maroc, je veux dire, chez le roi Mohamed VI, qui est celle, évidemment, du développement économique, n'est-ce pas, de l'ouverture, si vous voulez, du commerce qui devrait accompagner la paix. Justement, la Palestine qui remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ses efforts et son soutien à cette solution à deux États qui, rappelons-le, est la seule et unique voie vers la paix. De toute façon, ça a été la vision depuis maintenant, toujours, 40 ans, 45 ans, 50 ans, je veux dire, des souverains marocains et du Maroc. C'est la doctrine officielle. Si on peut parler, je veux dire, de doctrine, c'est bel et bien celle-là. C'est-à-dire la solution à deux États qui cohabitent, qui coexistent, qui se respectent, qui promeuvent, comme on dit, la démocratie, la stabilité et le progrès. Un progrès partagé. Et cette solution à deux États qui commence à faire écho ailleurs également. Déjà, ces réactions dont on parlait tout à l'heure, européennes, celles du Canada, celles du Royaume-Uni, qui disent la même chose, qui reprennent un petit peu ces propos. Et puis, certains pays qui reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien, qui ont reconnu l'État palestinien. Je parle de l'Espagne, de la Norvège, je parle aussi de la Slovénie. Et ça fait la différence aujourd'hui. Pardonnez-moi, les États à travers le monde qui reconnaissent la Palestine sont en nombre de 144 sur 193. Mais au niveau de l'Union européenne, il y a déjà 22 pays qui reconnaissent pratiquement, n'est-ce pas? Et les quelques pays qui sont récalcitrants au niveau de l'Europe sont connus, c'est l'Allemagne, parce qu'il y a le complexe de la Shoah, pardonnez-moi l'expression,
et quelques pays, comme évidemment la Tchéquie, qui ne sait pas encore, la Hongrie timidement, mais il y a un travail de fond, un travail, je veux dire, d'intelligence qui est effectué par rapport à ces pays qui récalcitrants. Et donc, l'avenir, évidemment, se dessine déjà avec ce qui se passe, avec cette tragédie, je veux dire, à Gaza, qui pousse les uns et les autres à aller un petit peu, à faire l'effort de réfléchir sur ce que vous appelez les conséquences. Les conséquences ne peuvent être que la paix. La paix et la sécurité collective. Une paix attendue, puis Mais, cette solution en deux États qui est une volonté grandissante aujourd'hui en Europe aussi. oui, et qui coupera court, évidemment, à l'extrême droite israélienne, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, aux pays qui suivent cette extrême droite israélienne en Europe et un peu partout. Mais déjà, si vous voulez, sur les membres du Conseil de sécurité, ils sont 5. Il y a déjà la France, la Grande-Bretagne, je veux dire la France, la Grande-Bretagne, la Russie bien entendu, même si la Russie a été parmi les tout premiers pays en 1948 à reconnaître Israël, la création de l'État d'Israël. Eh bien, il y a une prise de conscience collective, n'est-ce pas, sur la nécessité impérative, si vous voulez, de faire la paix et de reconnaître la Palestine. Évidemment, comme vous disiez, vous posez la question très, très forte, et c'est vrai, comment se passera ce processus? Ce processus, aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est d'abord un cessez-le-feu que Sa Majesté le Roi demande. Parce que dans le message qu'il a adressé au sommet arabe d'Irak, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a demandé la cessation des hostilités, la cessation, si vous voulez, des privations, l'acheminement de l'aide alimentaire et médicale. Et donc, toutes ces conditions, il faut qu'elles soient le plus vite possible remplies. De manière urgente, parce Absolument. que la situation est devenue critique. Donc cette prise de conscience aujourd'hui de la communauté internationale, cette volonté grandissante en Europe aussi de renforcer, on va dire, le camp palestinien, ou puis, en tout cas pour aller vers cette solution à deux États. Est-ce qu'avec ces réactions, cette tension qui est exercée aujourd'hui sur le Premier ministre israélien, est-ce qu'on peut dire qu'on est entré dans une nouvelle phase de ce conflit? On rentrera dans une nouvelle phase, à mon sens, si, évidemment, à ce mouvement, si vous voulez, de dénonciation et d'appel à la justice humaine, s'ajoute ou se joint la parole des États-Unis. Parce que les États-Unis ont quand même ce poids inexorable sur Israël. C'est celui, bien entendu, d'abord de lui fournir les armes et les bombes qui tuent des enfants, je le répète, mais c'est aussi la parole d'un homme qui peut-être maintenant, peut-être, pourrait être sensibilisé. Et moi, je suis optimiste. Je croirais même que peut-être Trump sera plus sensibilisé que son prédécesseur démocrate, n'est-ce pas, qui n'a jamais pris position ouvertement pour les Palestiniens. Et qui est là parce qu'évidemment, il y a un complexe, si vous voulez, historique sur la perception qu'ils ont, les Américains, de ce conflit. N'est-ce pas? N'oubliez pas ça. Une conférence internationale est prévue en juin, justement, à New York, dans ce sens, pour parler de cette solution en deux États. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un tournant à ce moment-là, peut-être, qu'on entre dans cette future phase qu'on attend? C'est possible. Vous savez qu'à New York, il y a ce qu'on appelle une communauté juive, n'est-ce pas, qui est quasiment aujourd'hui de plus en plus pratiquement pas hostile, mais je veux dire très critique à l'égard du pouvoir de Netanyahou. C'est-à-dire, à partir, si vous voulez, d'un sursaut de la communauté juive américaine, il pourrait y avoir une espèce de retournement des choses et de renouvellement de paradigme en faveur de la paix. De toute façon, ce sont les... Est-ce qu'on peut s'attendre à une pression interne en Amérique? Il y a déjà une pression qui se construit aujourd'hui. Les artistes et tout, vous n'avez qu'à voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens, y compris des rabbins, des juifs, je veux dire américains, qui s'élèvent, qui crient leur révolte, leur condamnation, je veux dire explicite, de la politique de Netanyahou. C'est-à-dire, en fait, comme on a dit tout à l'heure, Netanyahou, aujourd'hui, joue la carte contre Netanyahou. C'est-à-dire, il y a un Netanyahou qui est contre le peuple juif, son propre peuple, son propre pays, n'est-ce pas? Qu'en est-il aujourd'hui du droit international? Est-ce que finalement, il a échoué?
des instances internationales. Je pense qu'il a grandement échoué et je ne fais que suivre les mouvements de gens qui sont eux-mêmes, j'allais dire, israéliens, n'est-ce pas, comme le fondateur de Médecins sans frontières, un grand monsieur, Brauman, qui déclare tout simplement son hostilité, sa condamnation ferme, n'est-ce pas, répétée, ressassée de ce que fait des crimes que commet aujourd'hui ce gouvernement Netanyahou, évidemment son ministre de la Défense, qui le suit dans cette folie. Effectivement, un peuple israélien aujourd'hui partagé. On peut dire, que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Netanyahou est en train finalement de jouer cette carte contre Netanyahou et Absolument. contre son peuple, ce qui se fait aujourd'hui, et contre l'intérêt aussi des Israéliens. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, comme l'a écrit notre ami Sylvain, n'est-ce pas, un grand journaliste qui a fait un livre, L'État d'Israël contre les Juifs, c'est magnifique cette phrase, eh bien c'est ça, c'est-à-dire en fait, Netanyahou est devant ce dilemme. Réussir ce qu'il a dit, je veux dire ce qu'il a proposé, ce qu'il entend mener, ou bien naturellement être exposé à la justice qui l'attend au virage. Parce que n'oubliez pas qu'il est jugé, qu'il était condamné pour corruption. Et donc, il sait qu'en quittant le pouvoir, il n'y a qu'une seule chose, il n'a pas d'autre alternative qu'aller devant les juges. Et c'est une course contre la montre, contre lui-même finalement, n'est-ce pas? Le drame, c'est qu'il entraîne derrière lui un peuple qui pourrait être évidemment pacifique, un peuple juif juste, n'est-ce pas? Un peuple juif aussi qui cohabite, qui ne demande que ça depuis des années. Ce sont finalement la droite, l'extrême droite israélienne dont est issu Netanyahou et son gouvernement, c'est eux qui ont assassiné un petit peu ce qu'on appelle l'assassinat de la paix, qui ont assassiné Yitzhak Rabin, n'est-ce pas, qui se sont opposés à Shimon Peres, n'est-ce pas, à tous ces faiseurs de paix, ces gens qui ont participé à la conférence d'Oslo en 1993, laquelle, évidemment, la conférence a été préparée aussi en partie avec le soutien, je vous le souligne tout de suite, du roi Hassan II, qui était un interlocuteur, je veux dire, reconnu, très respecté, je veux dire, du processus de paix entre Israéliens et Arabes. Merci à vous, Monsieur Hassan Alaoui, pour cette analyse de la situation. Je rappelle que vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans Question d'Actu ce soir. Merci beaucoup, c'est moi. C'est la fin de Question d'Actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.